Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'émotion est toujours vive après l'assassinat des journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI à Kidal dans le cadre d'une cérémonie d'hommage. Une forte délégation de France Média Monde est à Bamako. Elle est conduite par sa présidente, directrice générale Marie-Christine Saragosse, qui a été d'ailleurs reçue ce matin par le président de la République. Avec le chef de l'État, elle a échangé sur les circonstances de la mort de nos confrères. Madame Saragosse d'affirmer que RFI poursuivra sa mission d'information et continuera à couvrir les événements au Mali. Marie-Christine Saragosse l'a dit au micro de Bourama Traoré. Ça a été d'abord un moment de très très grande émotion parce que le président, comme nous, est en deuil, le Mali est en deuil, nous recevons des témoignages du monde entier. Nous sommes tous en deuil et le président était d'abord un être humain avec nous tout à l'heure avec beaucoup d'émotions. Mais il y a aussi, comme pour nous tous, une très grande colère, une indignation devant ce qui s'est passé, cet acte à la fois barbare et absurde, et une profonde bêtise au fond. Et il nous a fait part de sa détermination à ce que cet acte ne reste pas impuni. Des magistrats français arrivent tout à l'heure, ils travailleront la main dans la main avec des magistrats maliens pour faire toute la lumière sur cette affaire. Et pour autant, nous irons jusqu'au bout, mais nous ne sommes pas des barbares. Nous croyons à la réconciliation de ce pays et comme nous sommes des êtres humains, nous recherchons la paix et non pas la violence. On va continuer à être là, au Mali, comme partout, c'est nécessaire. Je pense qu'aucun journaliste ne veut renoncer face à la barbarie, ne veut se taire quand justement il est important de témoigner, de tendre le micro. Et donc bien sûr que nous allons rester au Mali, nous allons couvrir les législatives, nous avons des projets de coopération avec l'ORTM qui ce matin nous a fait l'honneur de mettre le logo de RFI sur ses antennes en Berne. Et ça nous a beaucoup touchés en allumant la télé ce matin. Nous continuerons nos projets de formation. Nous avons le projet de faire pour RFI une heure de Bambara quotidienne en 2014. Et donc nous serons là, ici, ailleurs, partout. C'est nécessaire que la presse soit là pour une information libre. Cet après-midi, hommage a donc été rendu aux deux confrères de RFI. Le président de la République a décoré Ghislaine Dupont et Claude Verlon, chevalier de l'Ordre national du Mali, à titre posthume. C'était au cours d'une cérémonie d'hommage, cérémonie qui a également permis aux autorités maliennes de saluer une fois de plus la mémoire de ces deux journalistes français tués de façon barbare et lâche à Kidal. Ibrahima Traoré. L'émotion était grande à l'aéroport international de Bamako-Sénou. Dans un silence total, le président de la République accueille les dépouilles de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. À travers cette cérémonie très sobre, le Mali salue ainsi la mémoire de ces deux journalistes assassinés à Kidal par des bandits armés. Et c'est le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information au nom du gouvernement d'expliquer toute la douleur du peuple malien causée par cette disparition tragique. Nous pleurons Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux amis du Mali qui n'ont jamais donné un sens aux frontières, seulement mus par leur soif d'informer, leur envie d'apporter leur pierre dans l'édification d'un Mali démocratique et paisible. Ghislaine et Claude étaient avec nous lors de la campagne électorale de juillet dernier. Plusieurs journalistes internationaux et nationaux les ont vus à la tâche lors de la proclamation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle ici à Bamako. Samedi encore, ils avaient cette envie et ils nous promettaient des reportages dont leur tandem avait la dextérité. Ces deux-là avaient le Mali dans le cœur et les auditeurs maliens de RFI savaient le leur reconnaître. Ghislaine et Claude, soyez sûrs d'une chose, on peut éteindre un corps, mais on ne taira jamais une voix, et surtout les voix de l'espoir. Le Mali vous sera éternellement reconnaissant. Au nom du peuple malien, le président de la République et le gouvernement présentent à toute la maison de RFI, de la presse moderne, de la presse mondiale et française, aux familles des illustres disparus, leurs condoléances profondément émues et attristées.
Que le Tout-Puissant vous reçoive dans son royaume de paix. L'acte 2 de la cérémonie, la décoration de nos deux confrères de RFI par le président de la République comme chevalier de l'ordre national du Mali à titre posthume. Ibrahim Boubacar Keïta, très attristé, leur rend ainsi un dernier hommage. Suivra ensuite l'hommage des collègues des disparus, un autre moment qui aura été très difficile pour certains de saluer l'engagement d'une vie et le courage exceptionnel dont avaient fait preuve Claude et Ghislaine. Leurs corps seront rapatriés ce lundi soir à Paris. Hommage de la presse malienne également aux deux confrères français. La Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles de médias au Mali ont marché vers l'ambassade de France pour dénoncer et condamner l'assassinat des deux journalistes à Kidal. Ils ont demandé aux autorités de prendre des mesures pour que les journalistes puissent exercer en toute sécurité. Aldu Matina. L'assassinat des deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, par des individus armés à Kidal, a plongé l'ensemble de la presse dans un désarroi total. C'est pourquoi la Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles des médias au Mali ont battu le pavé pour condamner avec la dernière rigueur cet acte odieux qui porte gravement atteinte à la liberté de la presse. Cette marche, c'est pour, je crois, la première chose, c'est la solidarité. C'est de montrer effectivement à nos amis qui viennent pour nous aider, aux familles de ceux qui ont perdu la vie ici, que les Maliens apprécient à leur juste valeur ce que Ghislaine et Claude ont essayé de faire. Les journalistes souhaiteraient que certaines personnalités se joignent à eux pour protester, s'indigner, marquer leur révolte contre l'assassinat lâche, barbare de deux journalistes français. Partie de la Maison de la Presse, les hommes des médias avec le soutien d'autres couches, entre autres, la société civile, les hommes politiques, les artistes, sont allés manifester leur compassion à l'ambassade de France, comme pour dire que toute la presse est unie et solidaire et qu'il ne faut jamais qu'un tel acte se reproduise. La Maison de la Presse du Mali et l'ensemble des organisations professionnelles des médias au Mali exigent une enquête pour faire toute la lumière sur l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Un acte odieux qui porte gravement atteinte à la liberté de la presse. La Maison de la Presse et l'ensemble des organisations professionnelles des médias au Mali demandent au gouvernement malien de jouer pleinement son rôle de défense des libertés de presse et d'expression des professionnels des médias et surtout des confrères étrangers. Exprime à l'ensemble de la profession de par le monde, particulièrement aux confrères de France et très spécifiquement à Radio France Internationale et à France Média Monde, leurs sentiments les plus attristés et leur expriment leur compassion et leur solidarité. Cette initiative de la presse malienne démontre tout l'engagement qu'elle accorde à la liberté de la presse. C'est important ici et ailleurs dans le monde de montrer que les journalistes, quel que soit leur pays, partagent les mêmes valeurs et se battent pour les mêmes raisons et qu'à travers cette marche, c'est la mémoire de Ghislaine et de Claude et les grands journalistes et reporters et techniciens reporters de RFI que nous honorons. A noter que Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient à Kidal pour faire des reportages dans le cadre d'une série d'émissions spéciales sur le Mali que RFI avait décidé d'organiser à Bamako les 7 et 8 novembre. Suite à cet acte barbare, nous avons reçu plusieurs messages. Ils émanent de l'Assemblée nationale, de l'Association malienne des droits de l'homme, de l'Union nationale des travailleurs du Mali, du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, de l'Union pour la République et la démocratie URD, Sénas Fasohere, du Parti pour la solidarité et le progrès PSP, du Parti Sikikafo Oedamouye, de la coordination des associations et groupements des commerçants détaillants du Mali, de la coordination mouvement des forces patriotiques et de résistance, de la coordination des mouvements et des forces patriotiques de résistance et du mouvement arabe de l'Azawad, de l'ADEMA, Parti africain pour la solidarité et la justice. Tous condamnent cet acte lâche, lequel constitue une atteinte grave au droit à l'information et à la liberté de presse. Il rappelle aux autorités maliennes que des mesures idoines doivent être prises en vue de restaurer l'autorité de l'État à Kidal. Le Premier ministre a reçu successivement le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix et Marie-Christine Saragos, présidente directrice générale de France Média Monde. Avec cette dernière, il a été question du rapatriement des dépouilles des deux journalistes de RFI. Caribou Pérou.
Hervé Latssoud a été reçu ce lundi matin par le Premier ministre. À cette occasion, le sous-secrétaire général des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, a présenté un programme synthétique de la situation sécuritaire que le Mali a connue récemment. Il s'agit de traiter les problèmes de la réforme du secteur de la sécurité, de faire la démobilisation des ex-combattants et leur réinsertion. Il faut renforcer l'état de droit, vous voyez, il y a beaucoup de sujets, et évidemment, tout cela devant contribuer à tous les efforts en cours pour la réconciliation nationale. Pour le sous-secrétaire général des Nations Unies, l'assassinat des 2 journalistes à Kidal est un acte monstrueux qui illustre qu'il y a encore des problèmes de sécurité au Mali. Le Premier ministre a d'ailleurs reçu sur le même sujet Marie-Christine Saragosse, la présidente directrice générale de France Média Monde. Insupportable, insupportable, parce que selon Marie-Christine Saragosse, on tue non seulement des êtres humains, mais on tue aussi la liberté d'expression et un savoir-faire particulier des RFI. Question, RFI va-t-elle fermer son micro au Mali? Non, jamais, jamais, jamais on se laisserait fermer le micro par des barbares. Nous sommes aux côtés des Maliens. Nous recevons d'ailleurs avec beaucoup d'émotion leurs témoignages, leurs condoléances. Nous continuerons à faire notre métier ici et partout, c'est nécessaire. Tout le Mali, du citoyen lambda au chef de l'État, écoute la radio France Internationale. L'assassinat des 2 journalistes français plonge le pays dans une profonde tristesse et une vague d'émotion, au même titre que la direction de RFI, France 24 et MCD. Et ce communiqué de presse, Bamako abritera demain, mardi 5 novembre, au CICB, la première réunion ministérielle pour l'établissement d'une plateforme de coordination relative à la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Cette réunion ministérielle initiée par le Mali se tiendra en marge de la visite conjointe au Mali du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, de la présidente de la Commission de l'Union africaine et des présidents de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement et de la Banque islamique de développement. La cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle de Bamako sur la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel sera présidée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette réunion regroupera 30 délégations parmi les pays du Sahel, de la CEDEAO et d'autres entités sous-régionales africaines ainsi que de partenaires et institutions financières internationales impliquées dans la mise en œuvre de la stratégie. La présidente de l'Union africaine qui a rencontré ce lundi après-midi les victimes des inondations en commune 1, elle en a profité pour leur apporter les encouragements de l'organisation panafricaine avant de leur remettre un appui de 25 millions de francs CFA. Kozazana Dlamini Zuma est au micro de Mamour Sidibé. Alors nous sommes venus, Madame le maire a facilité cette rencontre pour nous permettre d'exprimer notre solidarité avec les sinistrés et l'appui de l'Union africaine vers eux. À travers la maire et notre haut représentant, l'Union africaine va offrir une assistance financière de 25 millions de francs CFA. Non seulement nous avons exprimé notre solidarité avec les sinistrés, mais aussi notre solidarité avec l'ensemble du peuple malien à cause de la crise qu'ils vivent actuellement, espérant que le Mali très prochainement va avoir la paix qui va permettre donc la relance des autres priorités en matière de développement, etc. Donc nous souhaitons que le Mali va retrouver la paix très prochainement et que les activités normales vont commencer. Séléngué, localité située à une centaine de kilomètres de Bamako, abrite depuis ce matin le séminaire de formation continue du personnel de l'Assemblée nationale. L'objectif de la formation est de contribuer à l'amélioration du travail parlementaire dans l'élaboration des lois et la rédaction des textes. Adama Kodjo, compte rendu. La formation de 4 jours vise à renforcer les capacités des assistants, du personnel de soutien et des membres du bureau du Parlement national. Initiée par le réseau pour le renforcement des capacités de l'Assemblée nationale RECAN, la rencontre de Séléngué intervient au moment où notre pays s'apprête à organiser des élections législatives. Pour que l'Assemblée puisse jouer son rôle, que les députés puissent s'acquitter de leur pouvoir régalien
de pouvoir encore contrôler l'action gouvernementale, il faudrait encore que ceci soit appuyé par un personnel compétent. Or, la compétence, vous le savez, elle est permanente et elle doit être toujours renforcée. Et chaque fois qu'elle est renforcée, en ce moment, comme on dit, la répétition étant pédagogique, on peut compter encore sur des produits de qualité qui peuvent encore servir aux honorables députés. La formation a mobilisé des experts maliens qui sont appelés à échanger avec la quarantaine de participants sur un certain nombre de points, à savoir la place de l'Assemblée nationale dans le système institutionnel d'élaboration des politiques publiques, le gouvernement et les projets de loi, préparation et présentation au Parlement, les principales étapes de la procédure parlementaire, initiative, saisine, règlement de l'ordre du jour, discussion en séance plénière et adoption des textes. La rencontre est financée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les travaux de la deuxième session du Haut Conseil des collectivités ont démarré cet après-midi. Pendant un mois, les conseillers nationaux débattront et examineront les textes qui leur sont soumis par le gouvernement. L'ouverture de la session s'est déroulée en présence du Premier ministre Oumar Tatamli. Boubacar Sissoko, compte rendu. Les assises de cette deuxième session du Haut Conseil des collectivités examineront durant un mois les textes soumis par le gouvernement pour avis. Les travaux ont donc démarré sous des notes d'espoir, ce qui a conduit les conseillers nationaux à saluer la bonne organisation et la participation massive du peuple au dernier scrutin présidentiel. Une élection qui a vu le plébiscite du président Ibrahim Boubacar Keïta au second tour. L'organisation à bonne date de l'élection présidentielle, un pari téméraire combien difficile dans le contexte de l'époque, où les plus optimistes ne présageaient pas une telle réussite. Cependant, dans un élan patriotique, les Maliens ont relevé les défis de cette élection, dont la qualité de l'organisation a été appréciée et saluée par l'ensemble des observateurs nationaux et internationaux. Je présume déjà que les prochaines législatives connaîtront le même engouement, suscitant l'espoir qui apparaît comme le temps qui arrive à son heure. D'autres sujets comme le forum sur la décentralisation et les assises nationales sur le Nord ont été évoqués par le président de l'institution. À cet effet, les conseillers nationaux trouvent que la décentralisation s'impose comme la réponse appropriée aux attentes des populations. C'est pourquoi ils entendent s'approprier les recommandations et conclusions issues de ces assises sur le Nord. Le Haut Conseil de collectivité adhère entièrement aux décisions des différentes rencontres programmées par les autorités dans le cadre de retour définitif de la paix. Et dans cette perspective, il s'efforcera de poser les jalons de la réconciliation entre des communautés condamnées à vivre ensemble pour envisager l'avenir à travers un prisme unique. C'est pourquoi, saisissant l'opportunité que m'offre cette tribune, j'invite incessamment les collectivités territoriales, en synergie avec les autres acteurs impliqués dans le processus, à s'inscrire résolument dans cette dynamique participative afin de donner les meilleures chances à la réconciliation nationale. Plusieurs autres sujets se sont invités dans cette rencontre. On peut retenir l'école malienne, les inondations et cette récente tragédie, l'assassinat crapuleux à Kidal des deux journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Fin à Bamako des assises nationales sur le Nord à la faveur des 3 thématiques qui ont fait l'objet de discussions. Les délégués ont convenu du renforcement de la confiance entre l'État et les populations à la base, comme on pouvait s'y attendre. Des recommandations ont sanctionné ces assises nationales. Elles concernent entre autres la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre l'impunité et la corruption. Le compte rendu de Mohamed Diarra. Initialement prévu pour 2 jours, les assises nationales sur le Nord ont finalement duré 3, ce qui dénote la détermination et l'engagement des autorités maliennes de tout mettre en œuvre pour réconcilier la piste du pays. Toutes les composantes du Mali ont pendant 72 heures abordé de fond en comble la cause profonde de la crise qui a secoué le Mali. Parmi les raisons évoquées, la faiblesse de l'État qui a plongé le pays dans une crise sans précédent, fragilisant du coup le tissu social. Ces assises avaient donc pour but de reconstruire le tissu social, renforcer l'unité nationale et définir les bases de la refondation d'une nation plurielle et réconciliée avec elle-même. Et désormais, l'État malien opte pour un nouveau mode de gouvernance.
L'avenir du Mali s'écrira désormais à travers la régionalisation comme mode de gouvernance de notre territoire, de nos terroirs. Ainsi, les populations seront responsables de leur propre développement et toutes les dispositions seront prises dans ce sens. Aussi, la reconstruction des régions affectées par la crise sera au cœur des préoccupations du gouvernement. Il faudrait en convenir qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Dans cette perspective, le gouvernement s'emploiera et veillera avec l'assistance des uns et des autres, d'abord de nous-mêmes, de nos partenaires, à garantir la protection des personnes et de leurs biens. Ces assises, j'allais dire, cette réunion de famille a donné lieu à des discussions parfois houleuses. Des discussions assorties d'une brochette de recommandations. Elles sont relatives à la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. La lutte contre l'impunité, l'injustice, la corruption et j'en passe. Dans le Nouveau Mali, il ne doit pas y avoir de place pour l'injustice, pour l'impunité et pour la corruption. Tant de fléaux qui n'ont cessé de miner les fondements de notre société, les bases même des structures articulant l'État et lui permettant de s'exprimer convenablement dans le respect des citoyens. Les participants ont salué des efforts déployés par l'État pour le retour à la normalité. Il s'agit en outre du déploiement des forces armées de sécurité dans le Nord. Ils saluent et apprécient l'idée de la restructuration de la commission de dialogue et réconciliation, qui doit devenir une commission de dialogue, vérité et réconciliation. Par ailleurs, l'assistance a observé une minute de silence en la mémoire des deux journalistes français froidement assassinés à Kidal. Un acte odieux vigoureusement condamné par les femmes du Mali. Cet acte qui ne fait pas honneur aux Maliens et aux Maliennes que nous sommes est en contradiction avec toutes les valeurs d'honneur et dignité du peuple malien. Les femmes demandent à tous les acteurs de la sécurité, à savoir les forces armées de sécurité du Mali, aux forces de l'aménagement, à Serval et aux communautés de la région de Kidal, de tout mettre en œuvre pour que les auteurs soient retrouvés et traduits devant la justice. Tout comme celle des États généraux de la décentralisation, les recommandations issues de ces assises ne devraient pas dormir dans les tiroirs. C'est en tout cas ce que souhaitent ardemment les participants. Et le gouvernement a donné l'assurance de les traduire en actions concrètes. De l'avis de nombreux participants, ces assises ont permis aux uns et aux autres d'exprimer leurs préoccupations. Du coup, les résultats auxquels la rencontre a abouti constituent selon eux une bonne base de travail pour le gouvernement. Je vous propose d'écouter quelques réactions des propos recueillis par Yaya Konaté. Nous sommes très satisfaits des assises parce que le collectif des ressortissants du Nord avait organisé en avril 2013 un forum sur une sortie de crise au Nord. Donc nous sommes satisfaits parce que les résultats des assises vraiment rentrent dans la droite ligne de tout ce que nos résolutions ont recommandé. Je pense que nous sommes en train d'avancer avec les États généraux sur la décentralisation. Et une semaine après, l'organisation des assises nationales sur le Nord, je crois que c'est un pas, un grand pas que nous sommes en train d'emprunter. Et je suis très satisfait dans la mesure où tous les participants venus du territoire ont pu s'exprimer et en allant vraiment vers une réconciliation. Les débats ont été très fructueux, très transparents, les gens ont parlé avec le cœur et tout a été dit. Vraiment, les sujets ont été débattus dans leurs détails, surtout par rapport à la sécurité, à ce qui se passe aujourd'hui dans le nord du Mali, par rapport au développement, surtout au développement économique. Et les recommandations aussi ont résumé vraiment en grande partie
c'est que les participants ont proposé pendant les 3 jours des assises. Et je pense que c'est une bonne chose. Et je vois la locomotive de la réconciliation démarrer. Cette locomotive doit surtout tenir compte de toutes les gares. Elle doit s'arrêter à toutes les gares, embarquer des fois d'autres, débarquer certains et faire des arrêts. Et comme je disais, elle peut tomber en panne et à un moment donné, chacun d'entre nous doit descendre pour la pousser pour qu'elle redémarre. Nous sommes très satisfaits, la délégation de Kidal, nous sommes très satisfaits des assises parce que ça répond réellement aux aspirations de ma région, c'est-à-dire le retour de la paix au niveau de notre pays et le retour au niveau de la région de Kidal. Donc vraiment, nous sommes satisfaits des assises. Le but de l'exercice était d'une part d'avoir un spectre très large de gens qui ont une vraie connaissance du problème. Donc on a eu des représentants de l'ensemble des régions, pas simplement des régions du Nord. On a eu, et vous avez pu le voir, vraiment un mélange ethno-culturel extrêmement large. On a eu l'avantage d'avoir une très forte représentation des femmes et on a eu l'avantage d'un discours d'orientation du président de la République qui avait déjà ouvert les vannes quant à toutes les intentions publiques de ce que l'État veut faire en direction de ces régions. Donc, disons que la tâche c'était de s'assurer que les gens puissent s'exprimer librement, qu'ils disent du fond du cœur ce qu'ils ressentent. Et effectivement, il y avait beaucoup d'émotions parce que nous avons des victimes, nous avons des gens qui ont vécu dans leur chair ce qui s'est passé. Mais les présidents des séances ont pu calmer l'opinion et tirer la meilleure ressource de toutes ces personnes qui ont accepté de parler. Sur ça, je crois que le gouvernement aura une bonne base pour travailler. Une meilleure gestion de nos frontières devrait passer par leur délimitation et leur démarcation. C'est tout l'enjeu d'un atelier sous-régional qui se tient dans notre capitale, organisé par l'Union africaine. Il permettra de mesurer le chemin parcouru en matière de gestion des frontières et fera une projection sur les actions à venir. Al-Husseini Touré. Le Mali et le Burkina s'illustrent par une bonne gestion de leurs frontières communes. En témoigne la construction, grâce à la coopération allemande, d'un centre de santé à la frontière de ces 2 États et que partagent les habitants des 2 villages de part et d'autre de la frontière. L'objectif final du programme frontière de l'Union africaine demeure la paix, la sécurité partout en Afrique par le respect du principe de l'intangibilité des frontières issues de la période coloniale. L'intégration de nos États par la mise en œuvre des projets de développement transfrontaliers. Les frontières sont certes démarquées, mais les populations de part et d'autre considèrent cette démarcation comme une ligne artificielle, d'où leur volonté d'entraîner les États dans un mouvement d'intégration et de coopération naturelle. Je vous appelle, vous les experts, que vous êtes à vous investir afin que tous les résultats de la présente rencontre soient traduits en actions concrètes pour le bonheur de vos populations frontalières respectives. Il est également à signaler que les frontières telles qu'héritées de la colonisation ne peuvent être mieux gérées que par le principe à la fois de l'intangibilité et de l'intégration, d'où le concept de pays frontières prôné par certains. Les États africains nouvellement indépendants pour la plupart à partir de 1960 ont hérité de la colonisation les limites territoriales généralement mal définies, ignorant les liens historiques ou socioculturels des populations locales. Cette situation a sans doute constitué un terreau propice à des contestations territoriales, conduisant souvent à des affrontements et prédisposant les jeunes États à faire de la sauvegarde de la souveraineté nationale et de la défense de l'intégrité territoriale des défis prioritaires. Espérons que pendant les 5 jours de travaux, les experts parviennent à des projets consensuels pouvant allier démarcation et intégration.
La mise en place de l'opération et gestion d'un point d'échange Internet IXP est au centre d'un atelier ouvert ce matin ici à Bamako. L'objectif est de renforcer les capacités du personnel technique et des ingénieurs réseau de haut niveau. Moussa Fane. Les décideurs africains veulent faire des nouvelles technologies un levier de développement sur le continent. Au Mali, les départements de tutelle accélèrent la mise en œuvre des programmes et projets d'éthique. C'est pourquoi il vient d'initier l'atelier sur la mise en place de l'opération et gestion d'un point d'échange Internet IXP. Les techniciens ne sont naturellement pas une fin en soi et leur permettre de fournir et de rendre des services. La question de l'accès des contenus locaux reste un problème majeur pour le continent africain. En effet, l'Afrique fournit moins de 5% des données produites à travers le monde en termes d'échanges sur Internet. Internet Society est fier d'avoir été choisi par l'Union africaine pour implanter le projet Axis, consistant à créer des points d'échange Internet sur le continent afin de localiser le trafic africain sur Internet en Afrique même, chaque fois que cela est possible. Ce faisant, Internet Society contribuera à la réduction des coûts de connexion et au développement des infrastructures TIC en Afrique. À l'issue de cet atelier, les participants doivent être capables de concevoir et de mettre en place des interconnexions dynamiques pour le soutien des opérations techniques entre les réseaux. Les échanges permettront, j'en suis convaincu, de bâtir les fondations pour la réalisation d'un point d'échange local de l'Internet au Mali. Je vous invite donc à suivre attentivement les présentations et à participer activement aux discussions et travaux pratiques. La rencontre qui dure 5 jours regroupe des techniciens et des ingénieurs des réseaux. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est parti pour les travaux de la mission commerciale Pays-Bas-Mali. Ils sont organisés par le gouvernement du Mali et l'ambassade des Pays-Bas au Mali en collaboration avec la Netherlands African Business et l'agence pour la promotion des investissements au Mali. 3 jours durant, entrepreneurs maliens et néerlandais échangeront sur le développement économique de notre pays. Le compte rendu de Nando Dambélé. Cette mission commerciale Pays-Bas-Mali est l'une des premières missions d'entreprises étrangères organisées au Mali depuis le début de la crise. Avec pour thème Mali-Pays-Bas un partenariat fécond, elle se veut un véritable forum sur le cadre des affaires au Mali. La pertinence d'une telle mission se justifie à la fois par la nouvelle orientation de la coopération des Pays-Bas en matière de promotion du secteur privé, mais également par la volonté des nouvelles autorités du Mali. Il s'agit pour les parties maliennes et néerlandaises de travailler à favoriser les relations d'affaires entre les entreprises néerlandaises participant à la mission et les opérateurs économiques maliens évoluant ou intéressés par les sous-secteurs ciblés, particulièrement dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou et le district de Bamako. Au total, 11 entreprises néerlandaises évoluant dans divers sous-secteurs participent à la mission, ce qui constitue une opportunité pour le monde industriel malien. Il est vraiment temps d'apporter un soutien considérable au développement rapide du secteur privé au Mali pour accroître la production d'articles de qualité destinés à l'exportation et capables de faire face à la concurrence sur les marchés régionaux et internationaux. Ainsi, les activités prévues dans le cadre de cette mission concernent l'identification et l'organisation de la participation des entreprises et opérateurs maliens intéressés par l'événement, la réalisation d'une base de données sur les entreprises identifiées, la confection et la mise à disposition des supports sur les opportunités d'affaires aux Pays-Bas et au Mali. La présente mission commerciale se tient à un moment où notre pays réapprend à se tenir debout et à marcher. Grâce à la communauté internationale, grâce à l'Union européenne, grâce aux Pays-Bas, le Mali émerge du gouffre dans lequel il est tombé il y a 2 ans. Comme attente, la mission doit contribuer à rehausser l'image de la destination Mali, ce qui offrira aux opérateurs économiques maliens l'opportunité de nouer des partenariats commerciaux. Nous allons parler des élections législatives et nous démarrons avec ce communiqué du ministère de l'administration territoriale. Dans le cadre des élections législatives 2013, le gouverneur du district de Bamako informe le public que la liste des agents électoraux retenus
pour la formation requise. Le programme et les conditions générales de la formation peuvent être consultés sur affichage au gouvernorat à l'ACI 2000 et dans les mairies des 6 communes du district de Bamako à partir du lundi, donc aujourd'hui. Et cet autre communiqué toujours dans le cadre des législatives, le gouverneur du district informe les agents électoraux ayant tenu les bureaux de vote au second tour de l'élection présidentielle qu'à l'exception des cas de défaillance et ou de mauvais comportement, ils sont retenus pour les élections législatives du 24 novembre 2013. Par conséquent, ils sont invités à se rendre immédiatement dans les centres principaux de leurs communes respectives pour consulter les listes affichées à cet effet. L'Alliance ADEMA-PSG, MPR et URD a lancé la campagne pour les élections législatives du 24 novembre prochain. Les candidats Maître Demba Traoré, Massitan Keita et Kamara Saoudatou Dambélé ont pris l'engagement d'œuvrer une fois élus au renforcement de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale. Adama Kodjo. Les formations politiques, l'Alliance pour la démocratie au Mali, Parti africain pour la solidarité et la justice ADEMA-PSG, le mouvement patriotique pour les renouveaux MPR et l'Union pour la République et la démocratie URD donnent la main dans la commune 6 du district de Bamako pour les élections législatives du 24 novembre. Les candidats Maître Demba Traoré, Massitan Keita et Kamara Saoudatou Dambélé ont salué la confiance placée en eux pour défendre les couleurs des partis alliés et retirer leur détermination pour un Mali uni et solidaire. Nous nous engageons à étudier, à analyser et voter les projets ou propositions de loi visant à maintenir au pays l'unité nationale, la paix et la cohésion de cette belle nation. Nous nous engageons également à exercer un contrôle adéquat sur l'action du gouvernement à travers les nombreux moyens de contrôle mis à la disposition du député. Sur le plan local, nous nous engageons à accompagner l'équipe dirigeante de notre municipalité pour transformer le quotidien de nos citoyens, élaborer des politiques appropriées, essentiellement axées sur le bien-être des populations. Nous allons poursuivre dans la mesure du possible, l'œuvre de solidarité envers les plus faibles. Pour la réussite d'une élection apaisée, à l'Alliance ADEMA-PSG MPR URD de la commune 6, l'accent est mis sur une campagne respectueuse des autres. Notre alliance, c'est le meilleur choix. Pour être le meilleur, il faut s'entourer des meilleurs. On a toujours besoin des autres, même si cela ne doit pas nous empêcher de compter sur nous-mêmes. Le lancement a été marqué par des témoignages sur les qualités sociales des candidats de l'Alliance et des prestations artistiques. Et dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique des élections législatives du 24 novembre, le président du comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont elle suit à se présenter au siège de l'organe le mardi 5 novembre 2013 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, Badjan Ag Hamatou, 9h20, Indépendant AKD, 9h40, PRDT, 10h, Sinouma, 10h20, PRVM, 10h40, Indépendant Madjolakoura, 11h, Djama, 11h20, ADP Maliba, 11h40, Indépendant Ibrahima Sanogo, midi CAP, midi 20 BBT, midi 40 UFDP, 13h CAR, 13h20 Indépendant Faso de Numa, 13h20 Indépendant Faso de Numa, 13h40 UMAM, 14h Barika. Et juste après ce journal, vous pourrez suivre les messages de campagne des candidats du CINID Faso Irouanton, du RPM, du RDP, du PSDA, ANCD Mali, RPDM, Indépendant Horonia, Indépendant Moussokanyeta, Yerewolo Blon, PDS, MODEC, UDM.
19e réunion de la commission scientifique du Comité national de recherche agricole. Les travaux ont démarré aujourd'hui pour les conseillers scientifiques qui vont témoigner leur engagement et surtout leur dévouement pour faire avancer la recherche agricole malienne. Au cours de 5 jours de travaux, l'accent sera mis sur la production végétale, de la santé animale et la production forestière. Alpha Mega. Aujourd'hui, le Mali est sur le chemin de la modernisation de son agriculture. Une loi d'orientation agricole adoptée sur le sujet en est une preuve. Et voilà, ici, des chercheurs sont réunis. C'est à la faveur de la 19e session ordinaire de la commission scientifique du Comité national de recherche agricole. Après un examen du point d'exécution des recommandations issues de la 18e session du Conseil scientifique de 2012, vous aurez à examiner une trentaine de rapports et projets de recherche. Au cours des travaux, l'accent sera mis sur la production végétale, celle de la santé animale. La production forestière, faunique et halieutique est un autre aspect qui sera au centre des travaux. Travaux qui vont durer 5 jours. Les événements survenus le 22 mars 2012 ont beaucoup perturbé le financement et la mise en œuvre des activités du projet. Aujourd'hui, sans ressources financières, les projets de recherche stratégique et appliquée du Centre national de spécialisation sur le riz, CNSRI, qui devraient normalement prendre fin en 2012, sont à leur dernière année d'exécution, cette année 2013, sur financement du programme d'appui à la productivité agricole au Mali, PAPAM, avec l'appui de la Banque mondiale. Le Comité national de recherche agricole a pour rôle premier de veiller sur la pertinence des programmes de recherche agricole d'une part et la qualité scientifique des résultats d'autre part. Actualité de nos régions, visite du général Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire à Gao. Après avoir écouté les responsables militaires des forces engagées, le chef d'état-major ivoirien s'est rendu compte de l'aboutissement des plans de sortie de crise. Occasion pour lui d'encourager les forces de sécurité et recenser les préoccupations des forces ivoiriennes à Gao. Daoudazmana Traoré. Dès son arrivée à Gao, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, a eu droit à des honneurs militaires et revue des troupes des forces armées maliennes et cap sur le PC de l'opération Maliba. Une visite de courtoisie, certes, mais les responsables du théâtre de cette opération ont certainement puisé dans la riche expérience de ce haut gradé de l'armée ivoirienne. Au quartier général de l'aménagement, l'hôte du jour a longuement écouté son cadet, le général Sambé du Sénégal, sur les zones d'intervention de sa structure internationale, ainsi que sa bonne collaboration avec la population et les autorités du Mali. Quant au contingent ivoirien, le général s'engage à faire tout son possible pour le bon accomplissement de sa mission au Mali. Nous avons bien entendu apprécié tout l'effort qui est déployé par nos hommes ici, dans des conditions extrêmement difficiles. Et en même temps, nous les avons rassurés que nous ferons en sorte que tous les moyens puissent être mis à leur disposition. Maintenant que les terroristes sont vaincus, le général Bakayoko souhaite que le processus de paix par le dialogue soit une réalité entre tous les Maliens du nord au sud. Nous restons dans la région de Gao avec le commandant du théâtre de l'opération Maliba qui était en déplacement sur le terrain pour échanger avec les forces engagées. Le colonel-major Abdoulaye Koulibaly a commencé cette visite par Gossi. C'était le 27 octobre dernier. Drissa Kone, compte rendu. Le cercle des gourmands Rarousse a connu la présence des djihadistes de Acmé et d'Ansardine, nous confie la population. Pendant la libération, ces bandits de tout Akabi ont abandonné de nombreuses armes qui ont été récupérées par des personnes malveillantes qui nuisent à la liberté des populations. Aujourd'hui, l'une des missions de l'opération Maliba consiste à neutraliser ces ennemis de la nation. Cette mission ne peut aboutir sans la collaboration des uns et des autres. C'est ce message que le colonel-major Abdoulaye Koulibaly a apporté aux populations de Rarousse. Les poches que nous avons signalées, notamment les zones de Tintadini et d'Agachar, même si nous n'avons pas aujourd'hui les effectifs nécessaires pour les couvrir, alors il y a des initiatives qui sont développées pour qu'il y ait des patrouilles permanentes. Donc par semaine, il y aura toujours des éléments qui vont sillonner ces secteurs et
les planifications continuent pour qu'à l'avenir, alors nous puissions répondre à nos obligations. À Rarousse, les communautés composées en majorité de Sonraï et d'Arabes parlent aujourd'hui le même langage. Ce climat de confiance a permis à de nombreux foyers arabes qui avaient fui d'éventuels dérapages pendant la libération d'amorcer le retour au Bercail. Nous étions au Burkina Faso, on arrive venir, la population rouge, vraiment tout ce qui peut venir, nos cas venir, il n'y a pas de problème. Vraiment, il n'y a pas de différence. Vraiment, il y a ce que les gens attendent hier qu'il y a des amalgames, il n'y a pas d'amalgame. Vraiment, je remercie, il n'y a aucun problème. Nous sommes très contents de la présence des forces armées parce qu'on a repris toutes nos activités. Les forces armées présentes à Rarousse seront renforcées en nombre et en logistique, a rassuré le colonel-major Abdoulaye Koulibaly. L'Association malienne pour la survie au Sahel et son partenaire l'Ex-Agro Action allemande œuvrent pour la cohésion sociale. Ils viennent d'initier à Tombouctou une rencontre dans ce sens. La réconciliation, la gestion des conflits et la participation citoyenne sont au centre de leur activité de sensibilisation. ORTM Tombouctou et Atandina. Initiée par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS et son partenaire Diakonia, cette rencontre intercommunautaire a pour objectif la mise en œuvre du projet d'appui à la réhabilitation des droits des femmes, des enfants et des filles victimes des violences dans la région de Tombouctou. Le programme vise spécifiquement une réconciliation entre les communautés elles-mêmes d'abord, et puis suggérer à cette population de tendre la main aux autres frères et sœurs qui ne sont pas forcément là. Nous souhaitons un débat ouvert entre les différentes communautés, les différentes couches de la population. Cette rencontre d'échange a permis aux participants, à savoir les chefs de quartier, les femmes leaders et les jeunes, d'envisager l'application des mécanismes traditionnels et culturels pour une gestion définitive des crises. La culture de la paix, de la tolérance, du pardon est un des comportements que nous devons inculquer à nos enfants, dans nos familles, dans nos espaces d'apprentissage du Coran, dans les écoles pour instaurer une paix durable. Ce programme exécuté par l'ONG AMSS couvre 4 communes de la région de Tombouctou. La mine d'or de Gunkoto, exploitée par la compagnie Randgold Ressources, dote le village de Kunda d'une école fondamentale premier cycle. Aux 6 salles de classe s'ajoute du matériel didactique à la direction de l'établissement, le tout pour 55 millions de francs CFA. Le patron de Randgold, dans le cadre du mois de la solidarité, a également fait des dons aux personnes âgées de Kunda, de Kai Mahamadi Alioubari. Ces coups de ciseaux consacrent l'inauguration de la toute nouvelle école fondamentale du village de Kunda, située à 15 km de Kéniba. Ce premier cycle comprend 6 salles de classe, une direction, un magasin et 6 toilettes pour un coût global de plus de 40 millions de francs CFA, entièrement financé par la mine d'or de Gungoto. À travers la réalisation de cette infrastructure scolaire, le PDG de Randgold Ressources veut jouer sa partition dans le développement du système éducatif au Mali, surtout dans les zones minières. Comme vous savez, quand nous développons une mine, c'est pour le bénéfice de toutes les parties prenantes. À cet égard, ce n'est pas seulement les actionnaires de Randgold ni l'État malien avec lequel nous sommes partenaires, mais également les communautés qui avoisinent les mines. Le PDG de Randgold a remis du matériel didactique à la direction de l'établissement d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Après avoir remercié les donateurs, le préfet du cercle de Kéniba a appelé les élèves et les enseignants à redoubler d'efforts. Il faut que les élèves eux-mêmes comprennent qu'ils sont en train de préparer leur propre avenir, mais demander également au monde enseignant de mettre tout leur poids dans le cadre de l'encadrement de ces enfants. En mars de cette inauguration, le PDG de Randgold, Marc Brissot, a fait une remise de dons de riz aux personnes âgées du village qui entoure la mine de Gungoto. Le geste est allé droit au cœur des bénéficiaires qui ont remercié le PDG de Randgold pour tout ce qu'il fait pour le développement de la zone. L'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes et l'ambassade d'Allemagne apportent le soutien aux populations déplacées du Nord à Koulikoro. L'association vient de lancer ses actions en leur remettant une importante quantité de vivres et des consultations gratuites. Brahima Kone. Le lancement des actions humanitaires de l'Association pour le progrès et la défense des droits des femmes APDF a été essentiellement marqué par 2 volets essentiels. Le premier consiste à remettre une quantité importante de vivres à une centaine de familles déplacées du Nord à Koulikoro et le second porte
sur des consultations gratuites suivies de remises de médicaments. Ces actions sont soutenues et financées par un des partenaires privilégiés de l'APDF, à savoir l'ambassade d'Allemagne au Mali. Depuis l'éclatement de la crise du Nord, nous avions soutenu, nous avons hébergé les femmes venues du Nord au centre d'hébergement de l'APDF à Bamako et à Mopti. Elles ont bénéficié d'une assistance médicale, d'un appui psychologique, psychosocial. Nous n'avons pas voulu nous arrêter seulement aux femmes cette fois-ci, parce que nous avons vu qu'il y a des hommes qui sont chefs de famille, qui sont ici avec leur famille et qui sont dans beaucoup de difficultés. Cette remise symbolique contribue à magnifier non seulement les relations de coopération entre l'ambassade d'Allemagne au Mali et l'APDF, mais aussi entre le Mali et l'Allemagne. Et aujourd'hui, malgré le retour perceptible de certaines de ces personnes déplacées, on note selon les données du service local du développement social et de l'économie solidaire la présence d'environ 1098 personnes déplacées accueillies dans le cercle de Kouloukoulou, d'où l'importance et la pertinence de cette initiative de l'APDF. En remettant ces dons aux déplacés et en faisant des consultations gratuites, l'APDF est en train d'accomplir une de ses missions régaliennes, qu'est l'assistance aux femmes, sinon aux personnes en situation difficile. Et la chronique santé qui s'intéresse au logiciel Open Clinic que l'hôpital Gabriel Touré a introduit pour améliorer ses performances financières. C'est grâce à une collaboration avec l'Agence nationale de télémédecine et d'informatique médicale. Le logiciel Open Clinic aide à prendre des décisions au niveau national et à contrôler les entrées d'argent. Focus Santé, Tissera Emmanuel Dambélé. Le mois de janvier 2013 aura été marqué à l'hôpital Gabriel Touré par de très longues files d'attente au guichet, souvent au-delà de midi. La cause de ces désagréments vécus côté patient était l'introduction d'un nouveau logiciel pour améliorer d'abord la gestion financière de la structure. À travers ce logiciel, on est capable de savoir combien a été payé pour telle prestation de soins au sein de l'hôpital Gabriel Touré et de savoir ça a été payé auprès de qui quand le patient vient pour se soigner au sein de l'hôpital Gabriel Touré. Donc en somme, c'est nous permettre, dans le cadre de la moralisation des finances publiques, de voir effectivement que ce qui est payé est perçu, retourne dans la caisse de l'hôpital et que c'est perçu de la bonne manière. La trouvaille s'appelle Open Clinic, fruit de la collaboration entre l'hôpital et l'ANTIM, l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale. Pour le directeur technique de l'ANTIM, la gestion financière n'est qu'une petite partie du logiciel Open Clinic. Un patient qui rentre, il est clair qu'il va payer et tout, mais ce n'est pas le plus important. Il doit être pris en charge. Et ce patient, à chaque fois qu'il passe dans un hôpital, n'est-ce pas, il reçoit un certain nombre de traitements, et ces traitements-là doivent rester. Il doit avoir un dossier patient, et ce dossier patient devra permettre à l'avenir de savoir tout le détail sur ce patient-là, et l'occupation par exemple des lits. Quand un patient vient et qu'on veut par exemple l'hospitaliser dans une chambre, si jamais on n'a pas un système qui permet de dire telle chambre est libre, telle chambre sera libre dans tel jour, etc., ça c'est un peu plus compliqué. Et le patient qui arrive dans l'hôpital généralement va faire une batterie de tests, d'analyse, et tout ce qui se passe sur le patient doit être disponible. Entre janvier et septembre 2013, Open Clinic a permis à Gabriel Touré d'obtenir certains bons résultats, surtout au niveau de l'entrée des ressources financières. Du mois de janvier à septembre, on a constaté une augmentation importante du niveau des recettes. Il y a même eu un pic au mois de mars 2013 où nous avions une augmentation des recettes par rapport à 2012 de 138%. Et donc ce mois de septembre, il y a eu une grande augmentation du niveau des recettes par rapport à ce qui a été effectué en 2010, 2011 et 2012 au sein de cet établissement. Et nous avions constaté aussi une amélioration de la qualité des services. Ce logiciel sécurisé à plusieurs niveaux a déjà été introduit au niveau des centres de santé de référence des communes 2, 3 et 4 du district. Grâce à sa plateforme, il permet d'accéder à certaines informations sur l'évolution de la structure de santé, ce qui nous conduit
au rôle qu'il peut jouer dans la gestion des problèmes de santé en général dans le pays. Pour un ensemble de patients donnés, il faut que le système dise par exemple qu'au niveau de l'hôpital, voilà les maladies qu'on nous traitons le plus souvent. Ça permet de prendre rapidement des décisions. Et vraiment le système d'information, c'est tout ce qui se passe au niveau de l'hôpital. Et c'est en ça que Open Clinic est vraiment intéressant. Maintenant, l'autre élément que je voudrais quand même ajouter, c'est le fait que la plateforme là, elle est interopérable avec toutes les normes internationales aujourd'hui. Aujourd'hui, aucune des structures de santé n'exploite Open Clinic à 100% de ses capacités. Cela nécessite d'ailleurs une informatisation avancée avec la formation et l'équipement nécessaires à tous les niveaux. Voilà, c'est la fin de cette édition.